Je m'appelle Mario Keiko. Je suis biostatisticien au Beth Israel Deaconess Medical Center. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un exposé sur les diagnostics dont il faut tenir compte lors de l'exécution de modèles de régression linéaire. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à divulguer pour cette présentation. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, la recherche est un processus. Et c'est un processus qui suit généralement la première étape qui consiste à définir les hypothèses de recherche. Ensuite, sur la base de l'hypothèse de recherche que nous avons définie, nous concevons l'étude, nous menons l'étude et nous collectons les données. Ensuite, nous effectuons l'analyse statistique sur la base des données que nous avons recueillies et des questions de recherche auxquelles nous essayons de répondre. Enfin, nous synthétisons les résultats de l'analyse statistique et partageons les conclusions. En analyse statistique, un point important à retenir est de commencer par une analyse descriptive des données. Lorsque vous obtenez les données, vous devez commencer à les explorer. Il s'agit de vérifier l'aspect des données et d'examiner les éventuels problèmes liés aux données, tels que la présence de données manquantes ou d'erreurs de saisie. Il s'agit d'une étape cruciale qui vous aidera lorsque vous tenterez plus tard de modéliser vos données pour répondre à la question de recherche. Une autre partie très importante de l'analyse statistique est la modélisation statistique, qui peut avoir deux objectifs distincts. Le premier objectif est de tenter de tirer des conclusions sur les paramètres inconnus de la population, en se basant sur l'échantillon que nous avons collecté. Par exemple, nous essayons d'identifier, sur la base de l'échantillon dont nous disposons, quels sont les facteurs qui influencent réellement le risque de développer un diabète de type 2. Il s'agit d'une question pour laquelle nous tentons de faire des inférences. En nous basant sur les données que nous avons recueillies concernant la population plus large, d'où ces données proviennent. La deuxième partie consiste à essayer de faire des prédictions grâce à notre analyse statistique. Essentiellement, nous cherchons à prévoir les résultats des données. Et une question pertinente que nous pourrions aborder est la suivante. Pouvons-nous prédire avec précision l'apparition du diabète de type 2 en tenant compte des caractéristiques du patient? Donc pour réaliser des statistiques et de la modélisation, que ce soit pour faire des inférences ou bien une prédiction précise, un outil vraiment très puissant est le modèle de régression linéaire. L'objectif principal ici consiste à étudier la relation entre la variable indépendante ou les différentes variables x et la variable dépendante y, où y représente la variable continue. Ce type de modèle peut être utilisé pour estimer de manière précise la relation entre la variable indépendante ou les différentes variables x et la variable dépendante y. Mais nous avons également la possibilité de faire de la prédiction. Cela signifie que nous essayons de prévoir y en utilisant les valeurs que nous avons observées de x. En d'autres termes, nous tentons de déterminer y en fonction des données disponibles de x. La régression linéaire simple, UM, est exprimée de cette manière, où nous avons i qui est égal à bêta 0, ce qui représente l'intercept du modèle, plus bêta 1 qui est la pente de la ligne. Cela multiplie les valeurs de x, et nous ajoutons également un terme d'erreur, UM, pour tenir compte des variations non expliquées. Et lorsque nous disposons de nos données, nous n'avons que ces points spécifiques. Ce que nous essayons de réaliser en utilisant le modèle de régression linéaire, c'est de déterminer la meilleure ligne d'ajustement possible qui décrit le plus fidèlement la relation entre x et y. Mais comment parvenons-nous à trouver cette ligne d'ajustement optimale? En réalité, nous la déterminons en cherchant à minimiser la distance entre les points de données. Et cette ligne d'ajustement que nous avons tracée, c'est ce qui détermine notre modèle de régression linéaire. Lorsqu'il s'agit de déterminer la meilleure ligne d'ajustement, étant donné nos données, nous pourrions avoir quelque chose comme ça. Vous pouvez clairement voir que la distance des points par rapport à la ligne qui, selon nous, décrit le mieux les données, est beaucoup plus élevée que celle que nous avions auparavant. Il ne s'agit donc pas vraiment de la ligne qui décrit le mieux la relation entre x et y dans nos données. Nous pourrions également avoir quelque chose comme ceci, où nous voyons que nous avons commencé à minimiser
la distance entre les points et la ligne. Cependant, cette distance reste élevée. Lorsque nous essayons de minimiser la somme des erreurs quadratiques, nous prenons la distance entre chacun des points et chacune des lignes que nous essayons. Ah, c'est pas nous qui essayons, mais le logiciel qui essaie de trouver, et nous essayons de minimiser cela, et cela détermine notre ligne de meilleur ajustement. Une fois que nous avons identifié la meilleure ligne d'ajustement, nous pouvons estimer les termes du modèle. Ici, nous avons le bêta 0, qui est l'ordonnée à l'origine. En gros, cela décrit la valeur de y quand x est égal à 0. De plus, nous avons le bêta 1, représentant la pente de la ligne. Et comme vous le savez probablement déjà, cela décrit l'augmentation de y pour chaque augmentation de x par un certain nombre d'unités. Enfin, la dernière composante du modèle est le terme d'erreur, montrant la distance entre les points de données et la ligne d'ajustement optimale. J'emploie ici le terme epsilon pour décrire cette distance théorique. Plus tard, nous verrons que c'est une chose que nous mesurons et appelons résidu. Nous y reviendrons. Le modèle de régression linéaire peut donc avoir plusieurs formes. Par exemple, nous pourrions avoir une régression linéaire simple, comme nous l'avons déjà vu, où nous n'avons qu'une seule variable indépendante et nous essayons de voir sa relation avec la variable dépendante i. Nous pourrions avoir un modèle de régression linéaire multiple où nous avons plus d'une variable indépendante. Nous pouvons également avoir une régression linéaire polynomiale où, pour certaines variables, la relation n'est pas entre, par exemple, la variable x2 et i, mais entre le carré de x2 et i. Il existe de nombreuses autres formes, mais pour l'instant, en tant que présentation générale, cela devrait suffire. La raison pour laquelle j'ai montré ces différentes formes du modèle de régression linéaire est de prouver qu'il est très flexible. Il permet de prendre en compte de nombreuses variables dans nos données et d'explorer diverses relations entre x et y. Par exemple, le carré de x est lié à la variable x. De plus, le modèle de régression linéaire est très populaire car il est accessible dans de nombreux logiciels statistiques. Il est aussi très simple à interpréter et en plus, il est robuste et efficace. Examinons comment interpréter les résultats obtenus à partir d'un modèle de régression linéaire simple. Imaginons que nous avons collecté des données concernant le taux de cholestérol ainsi que les mesures HbA1c. Un échantillon spécifique que nous avons rassemblé. Nous cherchons à déterminer s'il existe une relation entre l'HbA1c et le taux de cholestérol. Pour cela, nous avons ajusté ce modèle de régression qui, après avoir procédé à l'estimation, nous permet d'obtenir les valeurs estimées du coefficient. Nous avons donc le coefficient bêta 1 qui est représenté par cette estimation ici, les erreurs standards qui leur correspondent, la statistique et la valeur P. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir la relation entre X, qui est notre HbA1c, et le taux de cholestérol. Et sur la base du coefficient bêta, nous pouvons dire que pour chaque augmentation de l'HbA1c de 1, le taux de cholestérol augmente en moyenne de 25 à 146 mg par décilitre. En outre, l'effet observé est statistiquement significatif, avec une valeur P de 0,2. Cependant, obtenir simplement les données et exécuter le modèle de régression linéaire pour interpréter les résultats n'est pas suffisant. Nous devons exécuter les diagnostics sur le modèle de régression linéaire afin de vérifier que toutes les conditions sont respectées et donc que nos résultats sont valides. C'est pourquoi il est essentiel de suivre ces étapes pour vérifier les hypothèses du modèle de régression linéaire. Les hypothèses incluent la linéarité, l'indépendance des résidus, l'homozédicité ou la constance de la variance des résidus, ainsi que la normalité des résidus.
Remarquez que j'ai mis les résidus en gras car, généralement, lorsque nous essayons de vérifier si les hypothèses sont respectées, nous basons cette conclusion sur les résidus et leur distribution. Même la linéarité, bien qu'elle ne soit pas mentionnée ici, peut être évaluée en se basant sur la distribution des résidus. Donc, pour vérifier si ces hypothèses sont bien respectées, on peut réaliser des tests statistiques formels. De nombreux logiciels statistiques les proposent et ils sont simples à utiliser. Cependant, nous devons garder à l'esprit que ces tests peuvent être influencés par la taille de l'échantillon. Cela signifie que si nous disposons d'un échantillon de 10 zéros et que nous essayons d'effectuer un test statistique pour déterminer si, par exemple, la normalité de la consommation résiduelle est respectée, même si nous avons de petites déviations. Par rapport à la normalité, le fait que nous disposons de 10 zéros, point de données va faire que notre résultat soit statistiquement significatif et nous concluons que la linéarité n'est pas respectée. D'autre part, si nous avons un échantillon de petite taille, disons seulement 25 observations, nous effectuons le test de normalité des résidus et nous constatons qu'il n'est pas statistiquement significatif. Et nous concluons que l'hypothèse de linéarité n'est pas violée. Même si nous devions l'examiner, il pourrait y avoir, dans le cas où il y a des écarts significatifs par rapport à ce qui est normal, nous le découvrirons plus en détail plus tard. C'est pourquoi il est souvent recommandé d'utiliser des représentations graphiques pour vérifier si les hypothèses de la régression linéaire sont bien respectées. En effet, non seulement c'est un outil très puissant pour détecter la violation de ces hypothèses, mais ils peuvent également fournir des indications précieuses sur la présence de problèmes sur le site. Grâce à ces informations, nous sommes en mesure d'envisager les prochaines étapes pour résoudre ces violations. Examinons donc ces hypothèses une par une en détail. La première hypothèse est celle de la linéarité. L'hypothèse de linéarité stipule qu'il existe une relation linéaire entre la variable dépendante et les variables indépendantes. Dans un premier temps, vous pouvez commencer à examiner l'hypothèse de linéarité en réalisant un diagramme de dispersion de vos variables x et y et en essayant de voir si vous pouvez plus ou moins ajuster une ligne droite entre elles pour décrire leur relation. Cependant, en termes de régression linéaire, cela peut être évalué par le graphique de l'ajustement par rapport à l'erreur. Ici à gauche, je montre à quoi ressemblerait ce graphique. Sur l'axe des x, nous avons les valeurs ajustées et sur l'axe des y, nous avons les résidus. Avec cette ligne rouge, ou bien cette ligne rouge lisse, nous essayons de déterminer quelle est la relation existante entre les valeurs ajustées et les résidus. Et nous constatons qu'elle est plus ou moins plate, ce qui nous indique qu'il n'y a pas vraiment de relation entre les valeurs ajustées et les résidus. Nous observons des points dispersés autour de cette ligne et nous ne voyons pas de modèle évident pour ces données. C'est pourquoi nous pouvons conclure sans risque que l'hypothèse de linéarité ne semble pas être violée ici. D'autre part, sur le graphique de droite, nous voyons que ce n'est pas le cas. Nous voyons qu'il existe une relation entre les valeurs ajustées et les résidus qui pourrait être décrite par une parabole. Elle n'est pas plate, et nous voyons qu'il existe un modèle pour la relation entre les valeurs ajustées et les résidus. Non seulement cela nous aide à identifier que nous pourrions rencontrer un problème avec la violation de l'hypothèse de linéarité, mais cela nous offre également une compréhension plus approfondie du type de relation que cela pourrait être. Dans ce cas précis, nous pourrions envisager sérieusement d'essayer de créer une sorte d'association parabolique entre x et y. Il est très probable que cela nous permette de résoudre efficacement ce problème. En plus de baser cet ajustement de notre modèle de régression sur ce que nous observons dans le graphique des résidus par rapport à l'ajustement, nous pourrions aussi envisager de transformer les données. Cela signifie que nous examinons attentivement les résidus pour déterminer s'il est nécessaire d'appliquer une transformation de données afin d'améliorer l'ajustement de modèle. Par exemple, si nous retrouvons une tendance ou une structure particulière dans les résidus, cela pourrait indiquer une transformation log, une transformation racine carrée ou une autre forme de transformation de données pourrait être bénéfique pour obtenir un modèle plus précis. Ainsi, transformer les données pourrait nous aider à mieux comprendre et prédire les relations sous-jacentes entre les variables de notre modèle de régression. Par exemple, en prenant le logarithme de i, nous pourrions envisager de faire une régression polynomiale qui, dans ce cas, essaie de voir la relation non pas entre i et x, mais entre i et x au carré. Nous pourrions envisager d'inclure des termes d'interaction
dans le cas où nous avons deux variables indépendantes ou plus. Et si l'hypothèse de linéarité ne tient toujours pas, nous pourrions envisager d'exécuter des modèles non linéaires. Ensuite, il y a l'hypothèse d'indépendance des résidus. Cette hypothèse stipule que les résidus doivent être indépendants les uns des autres. Cela pose souvent un problème lorsque plusieurs mesures sont prises sur un même individu. Par exemple, si nous mesurons le taux de cholestérol d'une personne à différents moments. Dans ce cas, il est raisonnable de supposer que puisque les mesures proviennent du même individu, elles pourraient être corrélées entre elles. C'est pourquoi il semble raisonnable de soupçonner que l'hypothèse d'indépendance des résidus pourrait ne pas être respectée. Quand cette hypothèse n'est pas respectée, cela concerne souvent des types de données très spécifiques, comme mentionné ici, telles que des séries temporelles ou des mesures multiples provenant d'une même personne. Nous pouvons envisager d'autres approches que la régression linéaire, comme la modélisation de séries temporelles ou l'utilisation de modèles mixtes. L'hypothèse suivante est l'égalité de la variance. Cette hypothèse stipule que la dispersion des résidus doit être approximativement la même pour différents niveaux de la ou des variables indépendantes. Dans ce cas, nous nous référons à nouveau au diagramme ajusté résidus. Et nous voulons voir que nous avons approximativement le même écart entre les différents niveaux des valeurs ajustées. J'utilise donc M, le graphique précédent. Ce que nous observons ici, c'est que l'écart par rapport aux valeurs ajustées de 190 est à peu près similaire à celui des résidus des valeurs ajustées de 140. C'est la raison pour laquelle nous pouvons conclure en toute sécurité qu'il ne semble pas y avoir de preuves évidentes indiquant une violation de l'hypothèse d'homoscédasticité. J'ai ajouté ces lignes pour démontrer que l'écart semble être relativement constant. Cependant, il est également possible d'avoir une situation similaire à celle illustrée par le graphique de droite, où l'on observe que l'écart est relativement petit, pour les valeurs ajustées les plus basses, pour l'axe des X. Néanmoins, à mesure que les valeurs ajustées augmentent, nous observons que la dispersion du résidu commence à croître de manière notable. Dans ce cas précis, il est tout à fait raisonnable de suspecter une violation de l'hypothèse d'homocélicité. En effet, quand nous détectons une telle violation de cette hypothèse, il devient possible d'essayer d'effectuer une transformation de la variable i. Nous pouvons aussi envisager d'effectuer une transformation de la variable i, ou bien nous pourrions également tenter de réaliser une estimation robuste des erreurs standards. En effet, la violation de l'hypothèse d'homocédasticité a généralement une influence sur les estimations de l'erreur standard. En utilisant une estimation robuste des erreurs standards, nous pourrions tenter de remédier à cette violation de l'hypothèse d'homocédasticité en prenant certaines mesures. L'hypothèse suivante que nous devons examiner est celle de la normalité des résidus. Cette hypothèse précise que les résidus doivent être distribués de manière normale. La raison pour laquelle j'ai mis l'accent ici sur les résidus est que souvent les chercheurs déclarent que nous devons avoir la variable dépendante ou la variable i pour être normalement distribuée. Cependant, ce n'est pas vraiment l'hypothèse de la régression linéaire. L'hypothèse concerne la distribution des résidus du modèle. Et nous pouvons évaluer si cette hypothèse est violée grâce à l'histogramme des résidus que nous obtenons du modèle. Le graphique QView où nous nous attendons à voir que les points devraient tomber approximativement sur la ligne diagonale. Je vais vous expliquer à quoi ressemblerait le graphique QQ et l'histogramme si l'hypothèse de normalité ne semblait pas être violée. En observant le graphique QQ, nous remarquons que les résidus suivent, d'une manière générale, cette ligne diagonale droite. Cela indique que les données sont bien distribuées selon une distribution normale. L'histogramme, quant à lui, montrerait une courbe en cloche symétrique, ce qui confirmerait également la normalité des données. Ces observations sont essentielles pour valider notre modèle statistique. C'est pour cette raison qu'il ne semble pas que nous ayons une quelconque indication d'une violation de cette hypothèse. De plus, l'histogramme des résidus semble suivre assez bien une distribution normale qui a une forme de cloche.
Cependant, dans le graphique situé à droite, nous pouvons observer que les points concernant les résidus standardisés ne suivent pas une ligne diagonale droite de manière claire. C'est pourquoi nous avons des preuves ici qui montrent que la normalité de la consommation résiduelle pourrait ne pas être respectée. En plus de ces représentations graphiques, comme nous l'avons déjà mentionné auparavant, les logiciels statistiques proposent des tests statistiques formels, tels que le test de Kolmogorov-Smirnov, qui a pour but de tester l'hypothèse selon laquelle les résidus suivent une distribution normale. Lorsque cette hypothèse, ou la valeur P pour cette hypothèse, est inférieure à 0,5 ou à un seuil que nous choisissons, alors nous disons que il y a des preuves que l'hypothèse de normalité ne tient pas. Cependant, lorsque nous utilisons ce type de test, nous devons être conscients de l'implication de la taille de l'échantillon et de la puissance du test. C'est pourquoi, comme nous l'avons déjà mentionné, les représentations graphiques sont une meilleure indication pour savoir si ces options ne sont pas respectées. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai utilisé R pour générer les graphiques. Mais quel que soit le logiciel que vous utilisez, il devrait être assez simple pour vous de trouver comment générer ce type d'affichage simplement en ayant à l'esprit l'hypothèse que vous essayez de tester et en essayant de trouver comment vous pouvez générer ces affichages pour votre modèle. Ceci couvre les hypothèses à vérifier lors de l'exécution d'un modèle de régression linéaire. Il y a quelques points supplémentaires que j'aimerais aborder. Le premier est que je conseille d'éviter de transformer les variables continues en variables binaires ou catégorielles. La raison en est que vous avez déjà consacré beaucoup de temps et d'efforts à la collecte de vos données. Si vous avez recueilli une variable continue et que vous essayez de la transformer en une variable catégorielle, vous perdez fondamentalement des informations. Et avec cela, vous perdez aussi en puissance statistique. De plus, les seuils qui sont appliqués pour convertir une variable continue en une variable catégorielle peuvent souvent être arbitraires et sans fondement solide. Pour illustrer ce point, je fais référence à cet article spécifique où l'auteur a élaboré 5 scénarios différents pour démontrer cette idée. Ces 5 scénarios sont très différents les uns des autres. Cependant, lorsque vous utilisez le point de coupure, en utilisant la moyenne de x et la moyenne de y pour transformer vos variables en variables binaires, vous obtenez exactement le même tableau 2 par 2 où vous avez 25 observations dans chaque cellule. Si vous deviez dire s'il existe une relation entre x et y, vous concluriez qu'il n'y a pas d'association entre x et y. Cependant, nous pouvons clairement voir ici qu'il y a une sorte d'association qui n'est pas la même dans les différents scénarios. C'est pourquoi cette démonstration montre que la transformation de variables continues en variables binaires et catégorielles entraîne la perte d'informations précieuses et cache même des relations qui se trouvent réellement dans les données et qui nous échappent. Le point supplémentaire suivant concerne la question de la multicolinéarité. On parle de multicolinéarité dans notre modèle de régression lorsque nous avons deux variables indépendantes ou plus qui présentent une forte corrélation. Par conséquent, elles ont un chevauchement dans les informations apportées au modèle, ou bien elles fournissent des informations redondantes. Cela peut poser problème, car le modèle peut avoir du mal à déterminer l'impact individuel de chaque variable sur la variable dépendante. Avec la multicolinéarité, le modèle pourrait ne pas estimer les effets distincts de chaque variable indépendante. Le facteur d'inflation de la variance est une variable indépendante, et cela peut aussi se traduire par des erreurs standards qui sont gonflées. Comment diagnostiquer la présence de multicolinéarité? Vous commencez par examiner un graphique bivarié. C'est pourquoi l'analyse exploratoire, ou ce que nous nommons l'analyse descriptive, est très importante, car elle est la plus susceptible de montrer qu'il existe une relation plus forte entre deux paires de variables indépendantes. L'outil suivant que vous pouvez utiliser est le facteur d'inflation de la variance, qui essentiellement vous donne un indice pour détecter la multicolinéarité dans votre modèle et quelles variables sont associées à ce problème de multicolinéarité. Habituellement, les chercheurs
suivent des règles empiriques pour le facteur d'inflation de la variance, ou pour toute variable avec un vif supérieur à 5 ou 10, vous suspectez une forte multicolinéarité. Une fois le diagnostic posé, comment le contourner? Vous pouvez commencer par supprimer les variables corrélées, c'est-à-dire conserver dans le modèle les variables qui présentent un intérêt primordial pour votre analyse, et supprimer les autres variables que vous essayez d'ajuster, mais qui posent le problème de la multicolinéarité. Vous pouvez essayer de combiner les variables entre elles ou utiliser des méthodes de pénalisation telles que la régression Ridge ou la SOC. Le point supplémentaire suivant qui est crucial lorsque nous exécutons un modèle de régression linéaire est d'essayer d'identifier les observations influentes. Ces observations influentes sont les points de données qui ont un impact significatif sur les coefficients estimés. Dans ce contexte, nous identifions 3 types de points. Nous identifions les valeurs aberrantes lorsque nous avons un point de données où la réponse Y est exceptionnellement élevée ou basse. Nous avons un fort levier quand un point de données a des valeurs prédictives extrêmes ou dans la combinaison de ces valeurs, et une forte influence quand le point de données impacte fortement l'estimation du coefficient ou l'ajustement du modèle. Si elle était supprimée, le modèle changerait de manière substantielle. Nous devons souligner ici que les valeurs aberrantes et les points de levier élevés ont le potentiel d'avoir une grande influence sur notre modèle. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Nous diagnostiquons la présence d'observations influentes à l'aide de certains outils qui sont également disponibles dans la majorité des logiciels statistiques, tels que la distance de Cook, la différence dans les ajustements UH ou la différence dans les estimations du coefficient bêta. Et une fois que nous avons diagnostiqué ce problème, nous devons examiner attentivement s'il s'agit de vraies données aberrantes ou de vraies données pour notre projet. Par exemple, il se peut qu'une personne soit enregistrée avec un âge de 500 ans et notre modèle pourrait estimer que c'est une observation influente. Naturellement, en vérifiant, nous penserions qu'une personne ayant un âge de 500 ans n'est pas biologiquement plausible. Par conséquent, nous devons être méticuleux dans notre évaluation de ces données pour nous assurer qu'elles ne faussent pas les résultats. C'est pourquoi il peut être considéré comme un point de données que nous supprimons. Cependant, nous devons également être très prudents lorsque nous supprimons des données du modèle. Tout d'abord, parce que nous avons dépensé des ressources précieuses pour collecter ces données. Ensuite, et que, en supprimant des données du modèle après s'être assuré qu'il s'agit de données réelles collectées, à partir de notre échantillon, en les supprimant, nous courons le risque de diminuer la généralisabilité des résultats de notre modèle. Parce qu'un point de données influent, bien qu'il soit influent pour l'ajustement de notre modèle, pourrait décrire un phénomène réel qui se produit dans le monde réel. Ensuite, je vais montrer quelques scénarios pour ce type de situation. Le premier est celui où nous n'avons pas de valeur aberrante ni de point d'effet de levier élevé. En fait, nous examinons la relation entre X et Y, et nous constatons que nous pouvons plus ou moins tracer une ligne droite entre X et Y. Et il ne semble pas que nous ayons un indice d'observation qui soit anormalement élevé. Il n'apparaît pas qu'il y ait d'indice d'observation qui soit anormalement élevé ou bas. De même, aucune observation dans A ne semble être anormalement élevée ou basse. En outre, il n'y a pas d'observation qui soit simultanément anormalement élevée ou basse, surtout si l'on prend en compte les valeurs de X et Y. Les valeurs X. Nous allons maintenant examiner une situation dans laquelle nous avons une valeur aberrante, mais qui n'exerce pas un effet de levier élevé. Dans ce cas précis, nous observons ce point rouge qui est nettement éloigné de la ligne de meilleur ajustement. En résumé, cela indique que la valeur mesurée de Y est exceptionnellement élevée par rapport à la valeur de X. Cependant, il est important de souligner que ce point n'exerce pas un effet de levier élevé. Cela signifie que sa valeur correspondante de X se trouve en réalité dans la plage des valeurs X déjà observées, ce qui est crucial à noter. Nous essayons de voir si ce point peut être un point influent pour notre modèle, et nous ajustons les deux sortes de modèles, la ligne droite avec le point étant là et la ligne pointillée
en supprimant le point que nous soupçonnons d'être influent. Nous constatons que l'estimation du coefficient bêta 1, qui nous intéresse pour décrire la relation entre x et y, ne change pas de manière substantielle. Nous pouvons conclure qu'il n'y a aucune indication que ce point rouge influence fortement l'ajustement de notre modèle. Ensuite, examinons une situation avec un point qui n'est pas vraiment une valeur aberrante, qui a un effet de levier élevé, mais n'influence pas l'ajustement du modèle. En fait, nous avons presque les mêmes points de données qu'avant, mais maintenant, un point rouge est anormalement élevé par rapport à la gamme des autres valeurs dans X. C'est pourquoi nous concluons qu'il a un effet de levier élevé. Cependant, il se situe plus ou moins dans la ligne de meilleur ajustement. Ce qui revient à dire qu'il est élevé compte tenu du reste des valeurs de y, mais qu'il n'est pas anormalement élevé compte tenu de la valeur de x. C'est pourquoi il ne semble pas être une valeur aberrante pour la valeur ig. En outre, nous constatons qu'elle n'a pas d'influence sur l'ajustement de la ligne droite du modèle avec le point rouge et de la ligne en pointillé sans le point rouge. Nous constatons l'estimation du coefficient d'ajustement ne change pas énormément. C'est pour cette raison que nous concluons que ce point n'a pas vraiment d'influence significative sur l'alimentation de notre modèle. Finalement, il peut arriver qu'un point soit à la fois aberrant, qu'il exerce un effet de levier important et qu'il ait également une grande influence. Dans ce cas précis, nous observons que le point rouge possède un effet de levier élevé, c'est-à-dire qu'il est très éloigné des autres valeurs observées sur l'axe X. De plus, c'est aussi une valeur aberrante. Elle est vraiment hors de la ligne de meilleur ajustement. Et alors que la valeur X est remarquablement élevée, tandis que la valeur Y est exceptionnellement basse. Par conséquent, nous en déduisons que ce point rouge représente une valeur aberrante. Pour terminer, nous vérifions si ce point exerce une grande influence. Nous avons la ligne droite continue qui illustre l'ajustement du modèle avec le point rouge présent, ayant une estimation pour le coefficient bêta de 1,332. Ensuite, nous supprimons ce point rouge et réajustons le modèle, ce qui est illustré par la ligne en pointillé. Nous observons alors que le coefficient bêta 1 atteint une valeur de 5,12. Nous pouvons donc conclure que ce point de données est un point de données qui a une grande influence sur l'ajustement de notre modèle. C'est pourquoi nous devons examiner plus avant ce qui se passe et quelles sont les stratégies que nous allons mettre en œuvre pour atténuer ou explorer plus avant ce problème. Ceci conclut mon exposé et j'aimerais vraiment que le message principal à retenir de cette présentation soit que, comme nous le savons déjà, le modèle de régression linéaire est un modèle statistique très puissant et robuste qui est également très facile à utiliser et à mettre en œuvre dans différentes situations. Cependant, en plus de l'ajustement du modèle et de l'interprétation de ses résultats, il est extrêmement important d'évaluer minutieusement si les hypothèses du modèle de régression linéaire sont respectées, car c'est cela qui détermine la validité et la fiabilité de notre modèle. Et pour cela, les représentations graphiques sont un outil puissant. Nous devons également garder à l'esprit qu'en plus de vérifier les hypothèses du modèle de régression linéaire, nous devons évaluer la multicollinéarité et la présence d'observations influentes, ainsi que les stratégies que nous allons mettre en œuvre pour y remédier. Ma présentation est finie. Merci et voici mes coordonnées pour toute question. Merci.